Donc voilà, je m'appelle Jean-Sébastien Pourteau, je suis spécialiste sur les mégalithes et en particulier sur ceux de Charente et de Charente-Maritime. Donc je m'intéresse au sujet depuis très longtemps, ça m'a commencé en étant tout petit, vers l'âge de 10 ans et puis petit à petit je me suis intéressé un peu plus et j'ai cherché à en découvrir toujours plus et même en Charente, en France et puis même à l'autre bout du monde, en Argentine ou jusqu'en Indonésie. Non, malheureusement, non. J'aurais bien aimé, mais il faut attendre un peu. Et voilà, puis donc j'étends un peu à peu mes recherches. Et puis là, jusqu'à alors, j'ai publié deux ouvrages sur les mégalithes, un sur la Charente-Maritime et puis un sur la Charente. Et puis maintenant, je travaille avec Anne Ambuchen, qui est spécialiste sur les mégalithes aussi, également, qui est spécialiste sur la Gironde, et on travaille sur la Dordogne et on espère pouvoir publier un livre d'ici quelques mois. Tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on est ici? Alors là, nous sommes à Chenon, nous sommes dans le nord de la Charente, entre Mansle et Ruffec. Nous sommes au cœur d'un territoire qui est très riche en mégalithes, puisque dans la région, on trouve des sites majeurs qui sont les tumulus de Tusson, les dolmens des Pérottes à Fontenille, ainsi que les tumulus de la Boix. Donc on peut considérer qu'il y a au moins une cinquantaine de monuments, plus ou moins, qui nous sont parvenus jusqu'à nous dans le secteur, dans une région très proche. Et ce sont tous des monuments majeurs, hein. C'est des monuments qui sont très complexes. On a les plus grands tumulus peut-être d'Europe, hein, les tumulus de Tusson, qui sont des longs tumulus de plus de 100 mètres de long et près d'une dizaine de mètres de hauteur. C'est un peu ce qu'on peut les comparer au long barrow. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est des longs tumulus. Alors, jusqu'à présent, dans les tumulus de Tusson, on n'a pas accédé à des chambres, mais on a de fortes présomptions qu'il y ait des chambres à l'intérieur, et que ce soit des tumulus qui sont restés intacts, comme on peut les trouver au nord de la Charente-Maritime, au sud des Deux-Sèvres, à Prissé-la-Charrière, où on a un monument comparable qui est probablement du même style. Il est aussi maçonné celui-là. Voilà, oui. Alors ceux de Tusson, on ne connaît pas encore très bien leur structure, hein, mais la science va nous en apprendre peu à peu grâce aux techniques nouvelles qui sont non invasives, qui permettent de savoir à peu près de quoi ils sont constitués. Et donc alors on est ici à 1 kilomètre à peu près de la vallée de la Charente. Et on est sur un site qui mesure 130 hectares à peu près. Et donc sur ce territoire, pendant près de 4000 ans, les hommes et les femmes, sur 160 générations à peu près, ont déposé leurs défunts, soit en déposant les corps ou soit en déposant les cendres. Et donc ils ont érigé au moins une cinquantaine de tumulus qu'on retrouve sur ce territoire. Alors malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, beaucoup ont été détruits. Le site a été signalé pour la première fois par Gustave Chauvet, qui est un célèbre archéologue charentais qui, à la fin du 19e siècle, a mis en évidence tout ce patrimoine et il en a fouillé de nombreux monuments et surtout il les a bien fouillés par rapport à ce qui se faisait à l'époque où on avait plutôt tendance à chercher un peu le trésor qui n'existait finalement pas. Et donc il a fouillé quelques-uns de ces monuments qui ont malheureusement disparu. Et voilà, la destruction connue de ce site, et dès qu'il a été signalé, on se rendait compte qu'au fur et à mesure des monuments disparaissaient. Et cette destruction s'est poursuivie jusqu'à il y a peu, puisqu'en 1975, il y a eu 5 ou 6 tumulus qui ont été détruits en une seule journée, hein, lors du remembrement, pour laisser place à l'agriculture intensive. Hein, donc, avec des engins, en quelques instants, on raye de la carte un monument sans avoir d'informations sur le site. Alors ce site, il a été fouillé dans les années de 1965 à 1975 par le docteur Goron, qui a fouillé 7 monuments mégalithiques, enfin tumulus mégalithiques, et 3 tumulus de l'âge du fer. Voilà. Et donc il a fouillé ce monument au cours des années 70, et donc il a mis en évidence la présence d'un couloir un peu serpentiforme qui mène à une chambre quadrangulaire qu'on va visiter tout à l'heure. Et donc on accède à ce monument par le couloir et voilà, donc on est en présence d'un dolmen angoumoisin qui se caractérise par sa dalle qui est
en principe assez brute et assez épaisse. Et voilà, donc dans ce cas de figure, l'accès se fait par l'angle de la chambre. Et à l'intérieur, on va voir que les parois sont bien équarries et on va descendre. Alors. Voilà, donc c'est le dolmen de mon plaisir, le dolmen nommé A1 par les archéologues. Donc on est dans une salle, une chambre quadrangulaire. Donc on remarque que les parois ont été bien équarries, bien bouchardées, et que les dalles sont juxtaposées pour qu'il y ait bien un lien qui se crée entre les deux. Et alors la fouille du docteur Goron a mis en évidence justement ici, face à cette dalle, que le sol, il y avait une fosse ici de 80 cm de profondeur. Et en fait, c'est que ce pilier, cet orthostate, il a été déplacé au cours de son histoire, hein, donc au néolithique. Hein. Et à l'intérieur de cette fosse, on a trouvé plein de mobilier, plein d'ossements, plein de restes qui se trouvaient dans le dolmen, hein, qui ont probablement été placés au fond lorsqu'ils ont agrandi. Parce que cette pierre, ils l'ont reculée en fait. Hein. Ils l'ont déplacée pour agrandir la chambre sépulcrale. Pourquoi? Ben, ça, on ne sait pas. Et donc l'espace a été comblé ensuite par de la pierre sèche pour agrandir le monument. Voilà. Donc à l'origine, ça s'arrêtait là. Voilà. Donc lui, il est plus rectangulaire que les autres. Pas forcément. Alors après, ouais, il n'y a pas de plan type. On retrouve des points communs, mais après, il n'y a pas de. Ce qui est particulier, voilà, c'est que toute cette paroi est constituée d'une dalle qui est assez imposante, hein, qui mesure plus de 3 mètres de longueur et à peu près 2 mètres de hauteur. Donc ça, c'est intéressant. C'est quoi comme roche là? C'est du calcaire. C'est du calcaire. Ouais. On a retrouvé des gravures ou pas du tout? Alors pas à ce jour, il n'y a pas de. Mais après, il faut bien regarder. Après, il faudrait venir avec des éclairages rasants, étudier, mais passer des heures à essayer de comprendre, de voir, mais il n'y a pas de connu à ma connaissance. Alors lui, il fait partie d'un réseau plus vaste, le dolmen? Alors, d'un regroupement. Alors ici, oui, on a au moins 5 dolmens connus. Il y en avait certainement beaucoup plus qui ont été détruits, mais dans la nécropole, il y a plusieurs tumulus mégalithiques. Ouais. Et celui-ci, c'est le plus majestueux, si vous voulez, enfin, point de vue visuel. Après, il a été restauré dans les années 70, parce qu'il y a la dalle de couverture voilà, qui était complètement brisée, hein, qui a été recollée au ciment. Puis là, on voit aussi des traces de ciment pour maintenir. Et quand il a été fouillé, il y a eu des ossements de retrouvés? Voilà, des ossements, du mobilier, des céramiques, toutes les choses habituelles qui sont... Dans la fosse? Dans la fosse et puis dans la chambre et dans le couloir, oui. Donc daté du néolithique moyen, donc il correspond bien à l'époque de l'utilisation et de la construction des dolmens, donc vers 4005 avant Jésus-Christ. Dans ce dolmen, on a trouvé les restes de 108 individus. Hein, et il a été utilisé donc, du néolithique moyen jusqu'au bronze moyen, c'est-à-dire pendant près de 3000 ans. Ce qui est une chose exceptionnelle sur la durée d'utilisation. Donc ouais, tous ces monuments, ils ont été bouleversés au cours de leur histoire. Ces monuments ont été bouleversés au cours de leur histoire. Et donc on les a agrandis, on les a bouleversés, on a déplacé les dalles pour quelle raison, on ne sait pas, mais c'est un peu comme nous, quand on récupère la maison des ancêtres, et on l'adapte à nos besoins, et donc certainement qu'à l'époque ils faisaient la même chose. Ouais. Franchement, si tu vois rien. Ouais. Voilà. Il y a 2 dolmens en fait. Oui, je sais. Hein. Attends, je vais te montrer. Voilà. Donc, t'as un couloir là, qui était obstrué donc, par 2 dalles, comme on parlait tout à l'heure. Oui. T'as le couloir qui mène à une chambre qui était circulaire, qui était entièrement composée de pierres sèches. Et à côté,
il y avait une autre chambre dont les limites n'ont pas été bien déterminées lors de la fouille vers 70, vers 1970 par le docteur Goron. Donc pour accéder à la première chambre, donc il y avait ce couloir, et pour accéder à la seconde, il y avait un couloir qui venait se greffer, qui partait depuis le premier couloir et qui rejoignait donc la seconde chambre. Et là, il y avait une dalle qui était taillée en hublot. Et alors, ce qu'il y avait une autre chose particulière, c'est qu'on ne voit pas qu'on peut malheureusement pas voir actuellement, c'est que la dalle de couverture de la chambre principale a été pas très épaisse, ça faisait 40 cm à peu près, mais a été surmontée par une seconde dalle, ce qui permettait, alors on ne sait pas pourquoi, hein, alors on retrouve ce genre de choses, on retrouve qu'en deux endroits, connus dans le secteur, sur un autre tumulus qui se trouvait par là-bas, mais qui a été détruit malheureusement depuis. Donc on trouvait deux dalles superposées. Alors pourquoi? Alors est-ce que c'était que cette dalle, elle était prévue? Parce que sur cette seconde chambre, on n'avait pas de couverture connue. Donc est-ce que c'était prévu pour mettre sur cette chambre-là? Pourquoi pas, mais c'est... Et que du coup le chantier n'a pas été terminé. Voilà, c'est possible. Ou alors, est-ce que c'est fait pour donner justement plus d'épaisseur, hein, comme on retrouve dans tous les monuments de la région, les monuments de type angoumoisin, qui ont une dalle de couverture qui est très épaisse. Et là, est-ce qu'en mettant deux... C'est une remise aux normes. Voilà, en mettant deux dalles de moyenne épaisseur, on arrivait à faire une grosse dalle. C'est un mystère, on ne sait pas. Donc c'est voilà, là, voilà, là il y a les deux dalles. Là il y a les deux dalles, oui. Gustave Chauvet à la fin du 19e, donc il a fait un relevé du terrain. Voilà, les Perrottes, la Boix, c'était l'archéologue majeur en Charente à la fin du 19e. Typiquement, on est d'accord qu'on est sur des monuments funéraires. Voilà. Où étaient les monuments de vie? Alors, on en a trouvé, ils ont été fouillés, dont deux ont été fouillés récemment, ces dernières années par Vincent Hart. On a trouvé à Chenomé, qui n'est pas très loin, donc il y a une enceinte néolithique, et puis une autre, comment ça s'appelle, Bellevue, à côté, plusieurs enceintes qui ont été étudiées, donc on a bien mis en évidence les remparts, les fossés, les traces d'habitation. Voilà. Ouais. Vous pouvez nous dire sur celui-ci? Alors que celui-ci a aussi été fouillé par le docteur Goron dans les années 70. Et donc il a mis en évidence la présence de deux orthostates. Hein, donc cette dalle ici et le petit pilier au fond. Et la dalle de couverture se trouve maintenant au fond, hein, donc à recouvrer le dolmen. Et cette dalle, je ne sais pas, c'est peut-être un fragment de la dalle de couverture, parce qu'il n'en parle pas dans son étude. Hein. Est-ce que toutes les pierres qui sont ici faisaient partie du dolmen, ou c'est aussi des pierres du champ? Alors, voilà, c'est quelques pierres là qu'on voit qui sont beaucoup plus claires, font partie des pierres ce sont des pierres de champ, hein, qui ont été récupérées pour débarrasser. Mais autrement, le tumulus était apparemment entièrement composé de pierres sèches. On n'a pas d'idée précise de la hauteur finale du monument, mais actuellement le tumulus il s'élève sur plus d'1 mètre de hauteur. Hein. Donc là, on voit bien les traces du couloir. Et on voit la chambre aussi qui est délimitée par les orthostates. Alors celui-ci, la particularité, c'est qu'il a subi une extension. L'archéologue Dr Goron, quand il a fouillé la chambre, il s'est aperçu qu'il y avait un espace qui a été creusé derrière la limite de la chambre. Donc ça montre que soit il y a une extension, soit une diminution, mais il y a vraiment une modification de l'architecture de la chambre dolménique. Et là, on a trouvé 102 individus, je crois. Attends, je vais vérifier. Ouais. 102 individus âgés de 2 à 50 ans. Ouais. Voilà. Là, on estime à combien, à peu près, en tout, le nombre d'individus je ne sais pas, aucune idée, mais on peut penser à plusieurs milliers, puisque dans le précédent, il y avait une centaine, là ici, encore pareil. 100. Sur 50 monuments qui ont été détruits. Oui, on peut parler de nécropole ici.
C'est vraiment un site dédié aux défunts. Donc là, on ne sait pas, ça peut être des pierres qui ont été ramenées du champ, qui font ce petit monticule, là, juste ici. Là. Mais par contre là tu as un tumulus et tu en as d'autres là-bas. Et sur un site qu'on ne connaît pas, je te dirais, peut-être qu'il y a une cabane, peut-être qu'il y a eu une carrière à côté, peut-être que... Mais là, ça a été démontré que c'est des tumulus. Ouais. Donc tu en as un ici, et tu en as un autre juste derrière, à quelques mètres, pas loin. Là, ouais. Alors, quand tu vois ça en forêt, tu as plusieurs choix. Soit c'est une cabane en pierre qui s'est effondrée. Ça peut être aussi une garenne à lapins. Hein. Donc ils faisaient un tas de pierres pour que les lapins se réfugient. Puis en fait c'est pour la chasse, hein, pour récupérer le... C'est un truc fait par les humains pour les lapins. Voilà, oui. Ouais. Et ici, là, comme on est sur un site, on est sur une nécropole, on est quasiment sûr que c'était un tumulus. Alors, ça peut être, c'est un monument qui a été érigé en lien avec la mort. Hein. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu vraiment des corps ou des cendres qui ont été déposés? On ne peut pas le savoir parce que ça n'a pas été fouillé. Oui. Mais ça, c'est une construction qui date de la préhistoire. De quand? Est-ce que c'est du néolithique? Est-ce que c'est de l'âge du fer? On ne peut pas savoir. Même par rapport à la taille. Là, on a l'impression que c'est pas très grand, oui. Donc on peut supposer que c'est plus de l'âge du fer. Mais on peut pas le prouver tant que ça n'a pas été fouillé. C'est quoi la différence entre la chasse aux champignons et la chasse aux dolmens? Faut demander ça. Je chasse pas les champignons. On un peu quand même. Ouais, bah oui. Ah, tous les dolmens sont comestibles. Malheureusement, c'est un peu différent que sur le plan. Voilà. Sauf qu'il n'y avait pas. Là, tu as des grosses dalles quand même. Hein. À Fouquer, tu n'avais pas. Ah, elles avaient déjà. Non, c'est que des petites. Que de la pierre sèche. Là, on peut qualifier ça de mégalithique, hein, parce que c'est la grosse pierre. Mais même si les monuments en pierre sèche, on dit aussi que ce sont des mégalithes. C'est compliqué, mais. Donc c'est pour cette raison qu'ils l'ont recouvert, parce que. Pour le protéger, parce qu'en fait, à Benon, ils l'avaient complètement reconstitué. Impeccable, donc tu avais tous les moellons, tu avais des murets de pierre sèche, tu avais des dalles, des petites dalles qui délimitaient la chambre, tu avais des dalles qui étaient en hublot, mais tout ça, ça a été pillé, ça a été renversé, ça a été... Ouais. Et c'est-à-dire que pendant 6000 ans, le monument a survécu, même si on ne voyait plus rien, hein, parce que ça faisait juste une butte de pierre. Mais une fois qu'il a été restauré, il est devenu très fragile, et en quelques décennies, même pas, maintenant tu y vas, il n'y a plus qu'un tas de cailloux, ça ne représente plus rien. Donc c'est pour ça que maintenant ils préfèrent... Voilà, alors qu'après ils pourraient faire les choses comme il faut, en grillageant, hein, en mettant une clôture, et puis malheureusement en ouvrant qu'une fois par an aux Journées du patrimoine, malheureusement, mais ça aurait préservé... Ça serait moins accessible. Voilà, parce que le monument de Benon, les monuments, ils ont survécu pendant 6000 ans, et puis en 10 ans, on les a détruits. Alors que malheureusement, s'ils n'avaient jamais été fouillés, ils seraient restés dans leur jus. Mais l'archéologue, c'était Roger Jousseau, mais malheureusement, il ne savait pas que ça allait devenir comme ça. Autrement, il ne l'aurait pas fait. Hein. On est en train de travailler sur un prochain bouquin. Alors, sur la Dordogne, on arrive bientôt au terme. Là, ça fait 5 à 6 ans que je suis dessus, donc à faire de nombreux voyages pour aller voir sur le terrain, mais aussi il faut faire les recherches dans les documents, sur Internet. Tu veux pas faire la Bretagne? Non, il y a trop. Il y a mon éditeur qui aimerait bien que je fasse la Vendée, mais non, c'est trop. Il y a beaucoup trop de travail, et maintenant j'ai envie de lever le pied un petit peu, commencer à profiter un peu de voir ce que j'ai découvert, et puis
d'être un peu plus tranquille et de moins avoir de pression, parce que malgré tout, faut essayer d'avancer. Puis donc. Du coup, l'île d'Oléron, c'était aussi un site, c'était une île qui était très. Alors, l'île d'Oléron, au néolithique, on ne sait pas trop si c'était déjà une île ou pas. En tout cas, il y avait un cours d'eau qui passait entre le continent et l'actuelle île, on appelle ça le Kourou, qui passait à peu près là où il y a le pont de l'île d'Oléron qui passe. Mais c'était quand même très en lien avec le continent. Et donc le niveau de la mer à l'époque du néolithique, il était à 5 mètres en dessous. Donc ce qui laisse présager qu'il y ait plein d'autres mégalithes qui soient sous l'eau et qui ont été détruits par la montée des eaux. Et donc sur l'île d'Oléron, on trouve un site majeur qui se trouve face au continent, donc à Ors, qui a été occupé aussi pendant très longtemps. Et donc on trouve, principalement au sud de l'île d'Oléron, on trouve 2 enceintes néolithiques. Il y a celle d'Ors et celle de la Bassée. Donc c'est une qui est à droite du pont en gros et l'autre est à gauche. Et à chaque fois, ces habitats néolithiques sont accompagnés de monuments mégalithiques. Sur celui d'Ors, on retrouve celui du dolmen qui se trouve de la pierre, celui qui se trouve à droite du pont. Et de l'autre côté, on trouve la pierre de la Bassée, qui est un monument encore énigmatique, qu'on connaît peu. Ce serait une pierre close. Alors là, ce serait la même fonction qu'un dolmen, sauf qu'au lieu de dresser des pierres pour délimiter une chambre funéraire, là c'est carrément le bloc, on creuse, probablement pour y déposer les morts. Malheureusement, il n'y a aucun monument qui nous est parvenu intact, donc on n'a pas la preuve que c'était funéraire. Mais il y a de grandes chances que c'était aussi pour déposer les morts. Et après, on recouvrait aussi avec une dalle de couverture, comme les dolmens, le monument pour le fermer.